à peu près 1000 jeunes de banlieue qui débarquent et qui massacrent les manifestants en les insultant de sales toubabs, de bolos, etc. On est à 25%, hein, donc c'est un quart de la population. Donc on parle vraiment de la France périphérique, hein, qui dit avoir été victime de racisme anti-blanc. François Bousquet défend que le racisme anti-blanc est une violence quotidienne et taboue qu'il faut dénoncer. Le racisme d'État, c'est l'apartheid. Moi, je te parle du recrutement, je te parle des prêts bancaires, et donc tu t'es tapé complètement à côté. C'est hors sujet. Non, je touche le cœur. Mais non, tu tapes à côté, au contraire. Pour Thomas Guénolé, il est surtout instrumentalisé pour faire oublier le racisme systémique qui frappe les minorités. Contrôler massivement les gens qui sont noirs parce que ton suspect est noir est aussi stupide que de contrôler massivement les blonds parce que ton suspect est blond. C'est complètement con. Moi, je me mets à la place d'un patron. Est-ce que je vais avoir une salle de prière dans mon entreprise ? Présupposer ça parce que le mec a un nom arabe, c'est la définition même d'un comportement de discrimination. Non, ton nom est arabe, donc je vais avoir un problème de salle de prière ou un problème de radicalisation. Ça va pas. Notre rôle au Crayon, c'est de vous présenter les idées telles qu'elles sont, et de ne jamais travestir ce que peuvent penser nos invités. Je tiens donc à vous prévenir que certains propos dans cette émission peuvent heurter un public non averti. Bonne vidéo. Salut, c'est Anto et bienvenue dans ce nouvel œil pour œil, le format de débat du Crayon. Deux invités s'affrontent face à face avec devant eux plusieurs cartes qui détermineront les thèmes et les formats de l'émission. Chaque carte impose un temps précis que les invités devront respecter. Dire sale blanc, c'est aussi grave que dire sale noir. Oui. Le racisme anti-blanc existe. Oui. La France est un pays raciste. Non. La France tout entière, non, mais globalement, oui. Il faut défendre chaque identité. Oui. Non. La colonisation est un crime. Oui. Si, arrête. Mi-vrai, mi-faux. Les blancs sont exclus de certains quartiers. Vrai. Non. Les minorités sont exclues de certains quartiers. Oui. La France est un pays de race blanche. Entre guillemets, c'est une citation. Non. Charles de Gaulle l'a dit. Historiquement, oui. Ça n'est plus le cas. La discrimination à l'embauche ne touche pas les blancs. Vrai. Arrête. Demi-vrai. La police contrôle au faciès. Vrai. L'État français a abandonné la classe populaire blanche. Vrai. L'État français a abandonné la classe populaire tout court. On a le droit d'être fier d'être blanc. Vrai. Le déni du racisme anti-blanc nous mène tout droit à la guerre civile. Pardon ? Possiblement. N'étant pas Madame Soleil. Hein. Sûr que non. Je pourrais être ami avec la personne en face de moi. Oui. On a le droit d'être fier d'être noir. Oui. Non, je pense que c'est idiot comme d'être fier d'être blond, si vous voulez, ou roux. La couleur de peau a la même importance que la couleur des cheveux. Pour moi, oui. Dans la représentation sociale, non. Je vous arrête 2 secondes, si vous voulez plus d'œil pour œil, lâchez un like, ça nous aide énormément pour le référencement. La France est-elle un pays raciste ? Oui, au sens où le racisme, sous ses diverses formes que j'ai citées, le racisme, mais surtout le racisme interpersonnel et le racisme systémique, existe, se manifeste dans des proportions tellement élevées que c'est un phénomène dans la société française dont l'existence n'est pas contestable. Et c'est tellement fort qu'on peut dire donc que la France est un pays raciste. Mais je voudrais préciser, je n'ai pas connaissance de pays où le racisme ne soit pas substantiellement élevé. J'ai connaissance de quelques pays dans lesquels il est particulièrement faible et donc tellement faible qu'on peut considérer que ce ne sont pas des pays racistes. Mais un pays avec zéro racisme, à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc pour le dire plus simplement, la France est-elle un pays raciste ? Oui. Y a-t-il du racisme dans la plupart des pays dans des proportions significativement élevées ? Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir un pays qui n'est pas raciste au sens statistique, tellement le racisme est faible? Oui, j'en veux pour preuve que le Canada, par exemple, la Nouvelle-Zélande, par exemple, le Canada, la Nouvelle-Zélande, comparé à la France, si vous voulez, de mémoire, la Nouvelle-Zélande doit être classée deuxième sur les pays du monde les moins racistes, et la France, elle doit être située au niveau 20e, donc on n'est pas tous égaux là-dessus. Voilà, ce que j'aurais moi spontanément à répondre là-dessus. Ouais, c'est question difficile. Hein. Si on part, oui, j'ai essayé d'être carré. Si on part du principe, Claude Lévi-Strauss, 1952, 1971, Race et culture, race et histoire. Que nous dit Lévi-Strauss, qui est un anthropologue, ethnologue, un des plus brillants de notre siècle. Mais c'est pas pour, je le présente. Réflexe de journaliste, disons. Oui, voilà, c'est ça. On aime bien mettre des dates et caler comme ça, les gens se repèrent. C'est un phénomène universel. Mais tu l'as dit, donc c'est universel. C'est vrai. Quelle que soit la société, on retombe. Et Lévi-Strauss nous dit en 1971, où il amende un tout petit peu son intervention, la première intervention, où il délimite le cadre du racisme et de l'antiracisme. Il nous dit que toutes les sociétés sont plus ou moins racistes. Il nous dit même, Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, que toutes les sociétés sont peu ou prou suprémacistes. Et il donne plusieurs exemples. De tribus amérindiennes, les Comanches également, où le nom générique des tribus, c'est l'homme. Voilà, c'est l'homme en général. La tribu se définit comme étant l'homme.
Donc c'est un phénomène de synecdoque. On prend la partie pour le tout, ou le tout pour la partie. Donc c'est universel. Ensuite, la France raciste. Oui, de fait, la Troisième République, quand on prend le discours de Jules Ferry sur les races, ou jusqu'à Léon Blum, et d'autres, du reste, qui viennent plutôt de la gauche, du reste, au départ. Au départ. La gauche républicaine, de toute façon. Mais bon, peu importe. Ils l'étaient tous, on va le dire comme ça. Ils l'étaient tous. D'accord. Ils l'étaient tous. Donc, presque tous. Mais presque tous. Ils étaient tous de gauche, tous racistes? Non, il y avait des gens à gauche. Clémenceau était tout à fait hostile à la colonisation. Et à droite, il y a quantité de gens, Léon Bloy et d'autres, quantité d'auteurs qui étaient hostiles à ça. Mais néanmoins... on était quand même davantage dans l'expression du racisme et d'une position pro-coloniale à droite, on est d'accord. Et j'ajoute qu'il y avait un bloc à l'époque, fin 19e, qui était totalement antiraciste très tôt, c'est les francs-maçons. Sous la Troisième. Il y a également quantité... Non, je veux dire, quantité d'auteurs réactionnaires n'adhéraient pas du tout au discours colonial. Et néanmoins, c'est Jules Ferry qui parle de race supérieure et race inférieure. Donc c'est le discours qui est resté dans l'imaginaire collectif. Oui, mais c'est lui qui est resté dans l'imaginaire. Il est resté dans l'imaginaire collectif. Dire que la gauche a voté les pleins pouvoirs. Ensuite, à la question aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qui nous intéresse que la France est un pays raciste, j'aurais tendance à dire que non, mais on va aborder. Moi, je voudrais répondre à Thomas sur cette question du racisme systémique. Mais avant d'y répondre, il y a quand même quelque chose qui est fascinant. Il y a eu 4 grands lynchages collectifs de blancs en France ces 20 dernières années. 4, c'est quand même colossal. Quand je dis des lynchages, ce sont des ratonnades, où il y a à peu près un millier de jeunes de banlieue qui ont débarqué dans les manifs contre la loi Fillon en 2005. Il y a eu 2. Le Monde a consacré des enquêtes sur ce racisme anti-blanc, où des dizaines, sinon des centaines de petits blancs, des quartiers riches, là en l'occurrence, ont été molestés. Les filles, on les a traînées par les cheveux. Les garçons, des coups de taloche, puis évidemment du racket, on voit le téléphone. Et même chose en 2006. Le racket est raciste. Non, c'est dans ce cadre de ces manifs. C'est qu'on chopait les téléphones. Mais on disait pourquoi? Il y a un papier dans Le Monde en 2005. C'est sidérant. Les violences exercées sur les Blancs. Même chose en 2006. Avec, là, pour le coup, l'aide de Nicolas Sarkozy contre la loi Villepin, contre le CPE, contrat première embauche. Il y a également là 2 grandes scènes de lynchage à Paris, collectives, où on a même scénario. À peu près 1000 jeunes de banlieue qui débarquent et qui massacrent les manifestants en les insultant de sales toubabs, de bolos, etc. Et quand on leur demande pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ciblent des blancs, parce que... Il y a eu 4 lynchages? Oui, 4. En combien d'années? 2005-2006. 2 en 2005 contre la loi Fillon et 2 en 2006. C'est Villepin. Contre la loi Villepin. C'est fascinant. Je veux dire, il n'y a pas d'équivalent en face. Mais moi, ce que me disent surtout mes témoins, et on l'a vu en Angleterre. En Angleterre, il y a un phénomène qui devrait nous inquiéter, sur lequel il n'y a pas de travaux globaux. C'est les viols de masse. Une députée travailliste, Sarah Champion, a parlé de 1 million de jeunes filles blanches violées, principalement par on appelle ça en Angleterre, des Asian grooming gangs, mais principalement par des Pakistanais. C'est considérable. Et comment on explique cette défaillance complète de l'appareil judiciaire? Mais c'est là où je veux en venir. Non, mais là, on m'a dit... De l'appareil judiciaire. Moi, on m'a dit racisme anti-blanc en France. J'ai bossé ça. Je viens improviser sur le Royaume-Uni. Mais c'est pour montrer l'exemple. Parce qu'on n'a pas ce problème-là en France. Mais genre, pas du tout. Mais simplement, si on a le même... Je vais en venir. Écoute-moi, Thomas. Là où je veux en venir, c'est que moi, tous mes témoins me disent, ils ne portent pas plainte. Et les rares qui portent plainte, quand ils vont dire, décrivez-nous le profil de l'agresseur. Il est noir. Vous n'avez pas le droit. C'est ce que dit le policier. Non, c'est ce que dit le policier. Les témoins me le disent, on peut le contester. Les statistiques du ministère de l'Intérieur, elles utilisent ces catégories-là. On peut le contester, c'est autant que tu voudras. Mais quand tu enregistres une statistique de victimes de crimes racistes et que la personne est blanche... C'est censé ne pas exister. Mais non, puisque c'est enregistré. Non, c'est censé ne pas exister. Mais non, c'est enregistré. Écoute, c'est ce que me disent les témoins. Non, mais là, tu objectes des témoins. Moi, ce que je te dis, c'est que le ministère de l'Intérieur, dans ses statistiques, il enregistre des victimes de crimes racistes qui sont des victimes qui ont la peau blanche. Et après, tu vas me dire, on les enregistre pas. Il y a quelque chose qui déconne. Non, je te dis simplement que... Non. Les gens ont intériorisé un interdit. Qui est l'interdit ethnique. Ils l'ont intériorisé. Voilà. C'est ce que montre. C'est pour ça que je parlais de l'Angleterre. C'est pour ça que je parlais du cas anglais. Comment expliquer les défaillances de l'institution en Angleterre? Défaillances policières. Non, mais voilà. Je vais jusqu'au bout parce que défaillance judiciaire, défaillance policière, défaillance des éducateurs, défaillance de la médecine. Que disent les gens que disent les gens quand il y a quelques procès? Parce que c'est vraiment à la marge. Que la France. Non. C'est comme si moi je te parlais de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, pour te dire tu vois bien quand même. C'est hors sujet. Non, je touche le cœur. Mais non, tu tapes à côté, au contraire. Non. De l'autre côté de la Manche. La Manche, elle est là. Je reviens à la France. Les gens
sont... moi, je le vois avec mes témoins. Ils butent devant... Ils n'arrivent pas à dire le mot noir-blanc. Ils reculent devant le mot. Ils bégayent. Ils sont comme devant le mot noir arabe, comme devant le tétragramme chez les Juifs. C'est devant l'imprononçable, parce que ils ont intériorisé. Voilà, moi, c'est le constat que je fais, le constat journalistique. Les gens ont intériorisé on touchait à quelque chose qui relevait du tabou. Et le vrai pouvoir, c'est ça. C'est la production de la parole autorisée. Et cette parole n'est pas autorisée. Parce que, ne t'en déplaise, cette question du racisme anti-blanc n'a pas tant droit de citer que ça. Je fais un bouquin, c'est le premier bouquin, c'est le seul. Il n'y en a pas. En revanche, je regarde la production universitaire sur le racisme des Blancs contre les racisés, pour élargir, ou moi je préfère parler de minorités visibles que racisées. C'est kilométrique, c'est du linéaire, c'est du kilomètre. Dans minorité visible me pose un problème d'assignation à résidence identitaire. Mais racisé aussi. Je préfère parler de racisé parce que ça dit quelque chose de clair. Racisé aussi. Non, justement, ça désigne un mécanisme. Minorité, tu désignes une communauté comme si elle existait. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, la définition de racisé, Thomas, c'est racisé par qui? C'est le dominé est racisé par le dominant. Donc c'est le dominant qui assigne aussi à résidence. On n'en sort pas. Mais bon, à mon avis, c'est une querelle, sémantique marginale. Non, justement, c'est une querelle. C'est une différence. L'important. L'appréciation du concept. Thomas, l'important pour moi. Si tu dis que c'est une minorité, tu regardes les gens qui ont une certaine couleur de peau comme formant pour ce seul motif une communauté. Et là, j'ai un problème avec ça, effectivement. Simplement, oublions. Pour moi, c'est une querelle sémantique. Non, c'est pas une querelle sémantique. Simplement, moi, je constate, il y a un livre et demi. Sans faire offense à Tariq Yildiz, son bouquin est un tout petit bouquin. Là, c'est un pavé. J'en fais un deuxième. Je tire un fil. C'est le premier. Comment se fait-il? Tu me dis, oui, on en parle. Comment se fait-il? Je lis le rapport annuel du rapporteur des droits. La question du racisme anti-blanc est marginale. Elle est marginale. Je me suis farci. Non, je me suis farci. C'est sidérant. C'est d'une aridité. C'est illisible. Globalement, c'est illisible. Non, mais elle est traitée marginalement parce qu'elle est quantitativement marginale. C'est normal. Mais pour Jacques Toubon, bien sûr, il vit dans les beaux quartiers. Elle est traitée marginalement parce qu'elle est marginale. C'est-à-dire que moi, je ne conteste pas les témoignages que tu as reçus. Je ne conteste pas le fait que tu aies fait un travail honnête, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je dis, c'est que 40 témoignages, c'est pas la même chose que les données nationales additionnées. Toutes les données nationales disponibles additionnées. Et les données nationales additionnées, ce qu'elles disent, c'est que les Noirs subissent 3 fois plus de crimes racistes que les Blancs. Donc, entends-moi bien, les deux affirmations sont vraies, c'est ça que je veux dire. Si tu ramasses 40 témoignages de gens qui disent « j'ai subi du racisme anti-blanc », ça peut parfaitement être vrai. Et en même temps, l'affirmation suivante est vraie aussi, les Noirs subissent 3 fois plus de crimes racistes que les Blancs. Et c'est là-dessus que j'ai une objection importante, me semble-t-il, à te faire, c'est que finalement, c'est une discussion entre un journaliste et un statisticien. C'est-à-dire quelqu'un qui enquête sur une accumulation de cas isolés et qui va en tirer abusivement une vérité générale. Et de mon côté, ce que je vais regarder, c'est que nous disent les données agrégées. Et c'est là-dessus que j'ai une objection de méthode qui est qu'à mon avis, quand tu passes à la généralisation, ta généralisation est infondée. Voilà. C'est donc tu fais d'une addition d'épiphénomènes un phénomène de masse qui n'est pas, en fait, un phénomène de masse, en tout cas comparé aux Noirs et aux Maghrébins. Alors là, je voulais y venir justement, les discriminations à l'embauche. Bon, les CV avec un nom à consonance maghrébine reçoivent un tiers d'appel en moins pour un entretien d'embauche par rapport aux autres, c'est-à-dire, pour être clair, aux Blancs. Un Maghrébin doit envoyer 1,5 fois plus de CV qu'une personne à consonance française. Donc, Ben Ahmed par rapport à Dupont, pour dire les choses clairement. Ouais. Et en général, Dupont, il est blanc. On va être d'accord là-dessus. Ouais, on est d'accord. Pour obtenir le même nombre d'entretiens. Ça, c'est l'étude d'ARES de 2023. Combien de Blancs sont discriminés à l'embauche en tant que Blancs? Statistiquement, comparativement, 0. Les discriminations dans l'accès au logement, c'est-à-dire obtenir une location. 37% des propriétaires de logements reconnaissent qu'ils sont réticents à louer à un Noir ou un Maghrébin. Une personne issue d'une minorité ethnique, pour citer la formulation, parce que c'est vrai que ça devient drôle. Voilà. IFOP 2024. Combien de propriétaires déclarent, reconnaissent qu'ils sont réticents à louer à un Blanc, comparativement, statistiquement, 0. Sauf quand il est pauvre. Voilà. Mais ça, je vais venir sur la question du petit Blanc, parce que c'est un point important à traiter. Les discriminations dans l'accès au crédit bancaire. Les prêts immobiliers à dossier égal, le taux d'intérêt est plus élevé pour le testeur qui a la peau noire que pour le testeur qui a la peau blanche. À dossier égal, j'insiste sur ce point. Les prêts pour créer une entreprise, même test. À dossier égal, le testeur maghrébin a reçu 0 simulation de prêt et le testeur blanc en a reçu une dans 95% des agences testées.
Et ça, c'est l'étude ISM Quorum de 2017 pour la mairie de Villeurbanne. Combien de blancs, donc, comparativement, sont discriminés dans l'accès discriminés parce qu'ils sont blancs, on va bien, hein, tu vois. Ils peuvent être discriminés parce qu'ils sont pauvres, mais ils vont pas être discriminés parce qu'ils sont blancs, c'est ça le truc. J'y viendrai après. Voilà. Bon, les discriminations dans les contrôles policiers, ai-je vraiment besoin de l'établir? C'est-à-dire que les jeunes hommes noirs ou maghrébins ont 4 à 5 fois plus de risques d'être contrôlés que le reste de la population et 12 fois plus de risques de subir fouilles, palpations, conduite au poste. Voilà, c'est l'enquête défenseurs des droits. C'est là où c'est le plus frappant même. Combien de... Pas nécessairement, mais ça fait du monde, effectivement. Les écarts. Oui, les écarts sont importants. Et d'ailleurs, y compris pour des motifs qui tiennent pour moi de la stupidité collective, dans les méthodes pour lutter contre la criminalité et la délinquance. C'est-à-dire que contrôler massivement... Je vais faire une incise là-dessus. Contrôler massivement les gens qui sont noirs parce que ton suspect est noir est aussi stupide que de contrôler massivement les blonds parce que ton suspect est blond. C'est complètement con. Parce qu'en fait... Tu vas prendre un gigantesque filet où tu vas attraper des centaines et des centaines et des centaines de mecs pour essayer d'en choper un. C'est complètement con. Il faut croiser les signes particuliers. Oui, mais c'est ça. Mais ils ne le font pas. C'est complètement stupide. Et j'ajoute, si demain, je sors d'une banque que je viens de braquer et que j'ai mon passeport sur moi, on contrôle mon identité, mon passeport est en règle, je poursuis ma route avec mon butin. Le contrôle d'identité ne permet pas de résoudre C'est complètement con. Donc voilà. Et enfin... les Noirs subissent 3 fois plus des crimes racistes que les Blancs. Rien qu'en 2024, tu as 5 personnes qui ont été assassinées avec un mobile raciste, aucune n'est blanche. Tu avais des Noirs, Maghrébins et Juifs. Alors Juifs, la catégorie au sens de la minorité. Désormais, ouais. Et voilà. Mais bon, c'est un cas à part. Parce qu'il relève également de la critique du racisme systémique. Je te laisse poursuivre. Je passerai sur les discriminations scolaires, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais les insultes et les injures que tu cites beaucoup, et c'est normal parce que c'est là que tu as le plus d'exemples. Que tu cites beaucoup. J'ai pas dit que c'était que ça, mais les Noirs et les Maghrébins subissent 4 à 5 fois plus des insultes racistes que les Blancs. C'est-à-dire que 9% de la population française subissent des insultes racistes, et pour les Noirs et les Maghrébins, ça monte à 40%, et c'est la source, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est des chiffres assez récents, j'ai fait exprès, de ne pas remonter à des trucs à 20 ans ou 30 ans. Voilà, ça me paraît important donc, pour conclure là-dessus d'une phrase, ça me paraît donc important de quantifier les problèmes dont on parle, raison. Ce qui permet de pouvoir te répondre sur ce très rapidement, François, et après on passe à la suite. Il me faut du temps, donc j'attends une autre question. Feu de paille, feu de forêt, c'est ce que je disais d'entrée. Mais je voudrais te répondre justement là-dessus, au lieu de m'aventurer sur... Je vous arrête 2 secondes, dites-nous en commentaire qui vous voudriez voir dans le prochain Œil pour Œil. On lit tout. On m'a conseillé de vous appeler parce que j'ai un joueur qui a mis un coup de tête à mon coach au trophée du foot. Seul tout Bob. Est-ce que c'est du racisme anti-blanc? Claude Thiam est un cadre respecté de l'équipe de France. Mais c'est encore pire. Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble. En 2 jours, l'intensité de la crise a explosé. Moi, je la connais bien, vous savez, elle cherche l'affrontement. Toujours plus hard, toujours plus de buzz. C'est un cauchemar. Ils ont trouvé un martyr avec leur faudé. Je pense qu'il y a tout un pan des débatteurs, des intervenants du débat public qui fantasment le risque d'une guerre civile sur des critères racialistes, parce qu'ils ont envie de cette guerre civile. Et d'ailleurs, il n'y a que qu'en parle, et c'est pas un hasard. En fait, ils ont envie d'une guerre civile tribale, j'allais dire, sur la couleur de peau. C'est un fantasme au sens presque sexuel du terme. C'est intéressant que dans l'extrait de série télé qu'on a vu, une guerre civile se déclenche parce que quelqu'un a été traité de sale toubab, c'est-à-dire babtou, c'est-à-dire sale blanc. Alors que, je l'expliquais tout à l'heure, dans la réalité du pays, massivement, les insultes racistes, c'est envers les Noirs et les Maghrébins, et marginalement, comparativement, c'est envers les Blancs. Et donc, on a un scénario de fiction qui prend une hypothèse, qui déclenche une guerre civile sur un fait qui est comparativement marginal. Donc, on nage en plein délire sur une représentation de la réalité qui est une mythologie de la guerre civile qui, à mon avis, les excite. Et donc, je trouve ça un peu... Il y a d'autres manières de s'exciter dans la vie, je pense. C'est la fièvre. Ça n'a pas été produit par l'extrême droite. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est Canal+, et puis c'est le gars qui a fait le Baron... Non, c'est le Baron Noir. Oui, c'est le Baron Noir. C'est le Baron Noir, donc c'est lui. En gros, c'est la galaxie de la rue Solferino et du Parti Socialiste. Néanmoins, c'est quand même assez intéressant parce que c'est un bruit de fond. C'est un bruit de fond qu'on entend, et pas seulement à droite, la preuve par la fièvre. C'est quand même un choix assez audacieux. Où du reste, le Baron Noir réapparaît. Je trouve que c'est une série qui est quand même assez bien faite. Il y a une étude qui est parue cet été, qui a été pas mal diffusée en France. On a fait un entretien avec David Betts, chercheur anglais sur le risque de guerre civile. On a fait, je pense, la seule revue qui a fait un entretien avec lui, c'est nous à Éléments.
Et il pointe quand même quelques indicateurs qui, selon lui, sont des indicateurs assez solides. Déclassement de la population majoritaire, crise de confiance majeure vis-à-vis des institutions, qui sont les deux facteurs. Mais pour lui, le principal, c'est ce qu'il appelle le factionnalisme généralisé. C'est-à-dire que dans les sociétés multiculturelles, je suis le premier à le désoler. Je ne voudrais surtout pas être réduit à ma peau blanche. Je ne suis pas qu'un morceau de viande. Je suis François Bousquet, porteur d'une culture, porteur d'une langue, porteur d'une religion, mais pas que d'une ethnie, pas seulement. Simplement, dans des contextes multiculturels, eh bien, on a tendance à être renvoyé aux assignations premières et visibles. L'homme, la femme, le noir, le blanc, le jaune. C'est ce que pointe ce chercheur, David Betts, et c'est ce sur quoi surfe le scénariste, et co-réalisateur de la série Sur la fièvre. Mais bon, s'il est de gauche, il aurait mieux fait de se casser une jambe. Mais il est de gauche, il est socialiste. C'est tout le marigot socialiste. Baron Noir, la fièvre. Mais bon, peu importe. C'est un sujet, cette question du multiculturalisme, qui s'impose. François Mitterrand disait le nationalisme c'est la guerre. Peut-être que demain on dira le multiculturalisme c'est la guerre. Dans les Balkans c'est assez fascinant sur des questions confessionnelles, pas ethniques, sur des questions confessionnelles. L'éclatement de la Yougoslavie est fascinant. En 1989-1990. En toute rigueur, en ex-Yougoslavie, la question de la nationalité, la question de l'ethnie et la question de la religion sont des choses qui se heurtent à l'austro-marxisme, c'est-à-dire que la religion va être classée comme une nationalité dans l'administration yougoslave. Donc voilà. Bon. Mais néanmoins, on montre que c'est parti en éclat. Mais bon, disons que c'est un sujet, ça. Mais je voudrais quand même te répondre, parce que tu l'as évoqué, moi je pense que le principal point de désaccord, c'est bon, le racisme anti-blanc existe, oui, pas dans les proportions du racisme anti-noir, anti-arabe ou anti-juif. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on pourrait se retrouver là-dessus. C'est la question du racisme systémique, qui est vraiment pour moi qui est le nœud aujourd'hui, qui fait obstacle, qui fait obstruction à notre compréhension du racisme en général, du racisme tel que le définissait Lévi-Strauss, tel que le définit la loi. C'est cette question du racisme systémique. Alors ce mot systémique, c'est un mot qui s'est imposé dans l'espace français très récemment. La première fiche Wikipédia sur le racisme systémique, c'est 2016. Le point de désaccord fondamental, et ça a été explicitement dit par nous deux pendant le débat, on en était tous les deux parfaitement conscients, c'est le racisme systémique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu reconnais la définition et l'existence du racisme systémique, alors par définition, le racisme systémique anti-blanc, ça n'existe pas. Raison pour laquelle il a passé tout le débat à dire que le racisme systémique est une notion fumeuse, etc., etc., sauf que c'est pas le cas, mais je vais pas refaire le débat, et que moi j'ai expliqué que racisme systémique, c'est quand tu as un aspect de la société française en tant que système qui produit des effets racistes. Par exemple, les recruteurs de France, pris dans leur totalité, produisent un racisme systémique sous la forme de la discrimination à l'embauche. Et la discrimination à l'embauche parce que t'es blanc, ça n'existe pas. La première occurrence dans le discours politique, c'est 2020, c'est 2023. Évidemment, ça a une généalogie très ancienne. Elle est quasiment centenaire dans le cas américain. Et dans le domaine des sciences sociales, le domaine des sciences sociales, c'est là depuis longtemps. Et pas pour le grand public. Oui, alors ce mot produit un effet de sidération sur les gens, systémique. Systémique, c'est quoi ? C'est structurel. C'est un mot. Les gens sont comment dire, presque assommés, en tout cas leur capacité de réflexion est paralysée par la présence de ce mot. Et tu as raison. Je veux dire, depuis 10 ans, le ministère du Travail, via ses appareils statistiques, l'ARES, a cité l'agence France Stratégie, qui est le commissariat au plan en France. Je les trouve pas très sérieux, pour être tout à fait honnête. C'est pas un vrai organisme. Mais peu importe. C'est plus un think tank. Ça a été rebaptisé en plus. Mais on retombe en gros sur les mêmes fourchettes, 20 à 40%. C'est-à-dire sur l'accès hors contrôle aux faciès. Ça c'est autre chose. Où là, les proportions sont considérables. Mais j'y reviendrai sur ce cas particulier du contrôle faciès. Alors, si tu y reviens, fais gaffe au contrôle du temps. Mais simplement, sur l'accès au logement, l'accès au travail. Ce qui m'ennuie avec ces études, c'est que il y a toujours un biais initial. Et ce biais méthodologique que tu pointais tout à l'heure m'embarrasse. C'est qu'il y a un continent qui a été mis de côté. C'est la France périphérique. On ne s'intéresse pas du tout à la France périphérique. Par exemple, quand l'ARES fait des enquêtes de CV avec des patronymes arabo-musulmans, ou des patronymes non hexagonaux, non français. De fait, oui, il y a à peu près 30% de ces CV qui sont écartés sur la base le même CV, avec Dupont et Mamadou, c'est le même CV. Oui, c'est ça. Il y a 30% de chances pour que le CV de Mamadou soit écarté, celui de Dupont, Malajoie. Ça, pour le coup, c'est du racisme systémique. Le point de désaccord principal, c'est le racisme systémique. C'est cette question du racisme systémique qui est le clou, qui est le caillou, dans le pied, qui fait qu'on n'a aucune
occulter le racisme de tous les jours. Le racisme de tous les jours, c'est donc des discriminations intentionnelles, des injures intentionnelles, voire même des violences intentionnelles. Ce qui m'embarrasse avec cette question-là, et c'est principal le point d'achoppement avec Thomas, c'est qu'il pense que le racisme systémique est la question dominante aujourd'hui, qui fait que les Noirs, les Arabes ont moins accès au logement, aux prêts bancaires. Les prêts bancaires, c'est sous réserve. Il y a un phénomène de débancarisation massif des mouvements identitaires là aujourd'hui. Mais bon, peu importe. C'est ça pour moi le point. C'est que ça veut dire que toute notre société est raciste. C'est que le racisme autrefois était intentionnel et maintenant il est institutionnel. C'est ça qui m'embarrasse avec ce mot systémique qui fait système, qui veut dire que la société est structurée dans son ensemble de façon sournoise et inconsciente par un racisme qui ne dit pas son nom. Ce qui m'ennuie avec cette catégorie systémique, c'est que le mot... Ça présuppose que ça fasse système. Voilà. C'est ça qui m'ennuie. Voilà. Ça veut dire que la société dans son ensemble, parce que si on va au-delà des cas particuliers, accès au logement, etc., c'est la société dans son ensemble, dans la perspective. Et pour moi, c'est une perspective... Tu me permets de reformuler en insiste pour que tu enchaînes. C'est systémique parce que ça veut dire que les recruteurs en France, en tant que système de recrutement, rappellent 30% de moins quant à un non-maghrébin. C'est en cela que c'est un système. Non, ce serait systémique si c'était comme en Afrique du Sud ou dans l'Allemagne nazie. Non, ça veut pas. Ça, c'est l'apartheid. Ça n'est pas la même chose. Je vais jusqu'au bout. Non, sur la question de l'emploi. Pour moi, cette théorie du racisme systémique vraiment fait écran parce que d'un, elle est complotiste, au sens littéral du terme. Si. Deux, elle est conspirationniste. Et elle offre une vision hallucinée de la société. C'est-à-dire que la société est organisée par un racisme structurel. Les indigénistes ou les décoloniaux parleraient de racisme d'État. Or, ce qui ressort de ces enquêtes, quand on les regarde dans le détail, quand on regarde dans le détail les enquêtes de l'ARES, oui, il y a de fait, il y a une discrimination pour Mohamed contre Jean-Charles. C'est un fait. Mais moi, je ne suis pas patron. Je serai patron. Quand je lis, par exemple, le rapport de deux parlementaires, LERM, donc Macron, LR, sur la radicalisation dans les services publics, je me dis, waouh! Est-ce que moi, patron, j'ai envie qu'il y ait une salle de prière dans ma boîte. La loi ne me vive pas. Le rapport sur la radicalisation des services publics est terrifiant. Il est terrifiant. À la RATP, il y a des dépôts, salles de prière. Le personnel refuse de serrer la main. Le personnel masculin refuse de serrer la main des femmes. Tu quantifies pas, c'est un premier problème. Mais voilà, c'est ça. Je quantifie. Alors, je te réponds sur la quantification. Enquête de l'IFOP en novembre-décembre sur la radicalisation des attitudes dans la population musulmane. D'où il ressort que 59% des 15 à 24 ans sont pour la charia. Enquête de 1000 personnes, enquête quand même néanmoins. Mais ça n'est qu'une enquête, j'en conviens. Non, c'est pas ça, c'est quoi la charia? Mais là, on ne parle que coup de sonde. C'est 30%. 30% d'entre eux. 30%, c'est colossal. Mais la charia, c'est quoi? C'est comme si tu es catholique. 30%. Non, je suis pas catholique. D'éducation chrétienne. Mais je suis pas d'éducation chrétienne. Mais simplement, c'est quoi? Dans le sondage, il ressort. Si tu demandes à un chrétien si la loi, si les 10 commandements sont importants pour lui, évidemment qu'il va te répondre oui. Non, là c'est au-dessus. C'est au-dessus. Voilà. Non, c'est au-dessus. Et simplement, quand on regarde le rapport, moi, je me mets à la place d'un patron. Est-ce que je vais avoir une salle de prière dans mon entreprise où s'il y a 100 personnes? Est-ce que je veux que mon personnel masculin ne serre pas la main du personnel féminin? Il vient d'avoir une affaire énorme, là. Ouais, mais présupposer ça parce que le mec a un nom arabe, c'est la définition même d'un comportement de discrimination. Ton nom est arabe, donc je vais avoir un problème de salle de prière. Ou un problème de radicalisation. Ça va pas. Mais faisons l'inverse. Mais donc tu viens de démontrer toi-même qu'il y a un problème chez le recruteur de préjugés de l'ordre du racisme anti-musulman, pour le coup. Non, c'est pas du préjugé, ça s'appuie. Je viens de te dire, Thomas, que ça s'appuie sur une enquête parlementaire, très documentée, 2019, radicalisation dans les services publics. Je te le redis, c'est terrifiant. Dans les prisons, à la RATP, à l'aéroport de Paris, c'est terrifiant. Il y a une salafisation du personnel. Salafisation, il faut il faut pas tout mélanger, déjà. C'est-à-dire que il y a tu viens de faire, pardon, je veux pas être offensant, mais tu viens de faire un gloubi-boulga épouvantable sur toute la thématique islam en mettant dans le même sac salafisme, radicalisation, demande d'une salle de prière sur ton lieu de travail. C'est ça un rapport. Non, mais non, justement. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre le salafisme et trouver que la charia, c'est important dans ta vie, quand tu es musulman, mettons pratiquant par exemple, et le fait de souhaiter une salle de prière sur ton lieu de travail, ce qui est loin d'être le cas de tous les musulmans d'ailleurs, et c'est mon deuxième problème, au-delà du gloubi-boulga conceptuel, mon deuxième problème dans ce que tu viens de dire, c'est que
y a une tendance lourde à ne pas quantifier les problèmes dont tu parles. Bah, et donc, quand tu dis non, chiffres, si, IFOP. mais justement, non. C'est-à-dire que là, le seul chiffre que tu viens de citer dans ta diatribe, encore une fois, je veux pas être. Mais je bondis conceptuellement. Ouais. Et donc, la charia, c'est quoi? C'est la loi religieuse musulmane. Et donc, quand tu demandes à un mec qui est musulman, est-ce que la charia c'est important pour toi? Le mec est musulman, tu crois qu'il va te dire non? Tu demanderas à un catho, est-ce que les 10 commandements c'est important pour toi? Je te parle de garçons. Je te parle de garçons qui ne serrent pas les mains, qui ne veulent pas embrasser les filles. Non, c'est parce que le chiffre. Non, mais justement, il y a un cas où tu quantifies, et c'est sur la charia, et je te dis, comment dire, c'est totalement normal qu'un musulman te dise que la loi religieuse musulmane est importante pour lui, et donc ce chiffre-là, n'est pas choquant. Dans le cadre de l'universalisme républicain, c'est problématique. Non, ce n'est pas choquant, c'est pas plus choquant en fait que quelqu'un qui est catho et qui va te dire les 10 commandements sont importants pour moi. C'est totalement normal. Mais justement, tu vois bien que tu fais un lien, tu mets dans le même paquet un phénomène quantifié qui n'a aucune gravité et un phénomène avec lequel j'ai un problème en tant que féministe, mais qui est un phénomène que tu ne quantifies pas et il se trouve qu'il est marginal. Je termine. Je le quantifie, c'est pas vrai. Je termine juste un truc, c'est que je pense sincèrement que là, pour le coup, il y a une grosse connerie qui a été dite. Tu as confondu le racisme systémique avec le racisme dans la loi. Si, je t'ai écouté. Je t'ai écouté plusieurs fois. Je t'ai écouté attentivement et t'as dit non, mais racisme systémique, c'est complotiste. On n'est pas dans l'Allemagne nazie, on n'est pas dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. T'as pris exactement les cas où le racisme il est dans la loi et où donc en fait il y a une errance, être conceptuellement paumé, en gros, là-dessus précisément. C'est-à-dire que t'as dans ton propos... Tu me fais parler par ventriloquie, là. Non. J'invite vraiment les gens qui nous regardent à se repasser ce que tu viens de dire tout à l'heure sur racisme systémique, Allemagne nazie, Afrique du Sud. C'est-à-dire que t'as confondu dans ton propos le racisme systémique, qui est donc le système social produit du racisme dans ses effets. Et le fait d'avoir du racisme dans la loi. T'as même parlé de racisme d'État. Le racisme d'État, c'est l'apartheid. Moi, je te parle du recrutement. Je te parle des prêts bancaires. Et donc, tu t'es tapé complètement à côté. Non, je n'ai pas dit ça. Si. Par exemple, les indigènes de la République, les indigénistes, mais c'est pas grave. Non, c'est de jeux dont je parle. C'est pas moi. Eux vont jusqu'à la thèse. Le député LFI en ce moment, Carlos Martins Bilingo, Walou Diawara, que je citais tout à l'heure, eux, comme sur Ouria Boutelja, parlent de racisme structurel d'État. C'est-à-dire que, dans leur esprit, tous les Blancs dans une société blanche, donc dominée par les Blancs, perçoivent ce qu'on pourrait appeler un dividende de leur blancheur, le salaire de leur blancheur. Et ont tendance à mettre sous le même angle le chômeur de Vierzon, l'électeur de Marine Le Pen, avec le trader de Neuilly, ce qui me semble absurde. Et ce qui m'embête quand même, néanmoins, avec ces études, quand je dis qu'elles sont partielles, c'est que j'attends. Alors c'est une blague que font les Allemands, mais en Allemagne, on a mis sur un outil de mesure qui s'appelle le Kevinomètre, pour mesurer les discriminations, pour mesurer la distance qu'il y a entre Kevin et le pouvoir. Cette distance, elle est énorme. Moi, j'aimerais que l'université, j'aimerais que les chercheurs, les gens qui s'appuient sur une méthodologie, et là, pour le coup, il y a de nouveau un angle mort, travaillent également sur la sociologie des prénoms de la France périphérique. Y vivant dans cette France périphérique, on vient d'apprendre incidemment, c'est quand même surréaliste, par l'INSEE, que sur les 10 départements en France, sur les 10 départements en France, où il y a le plus fort décrochage scolaire, il y a 8 départements ruraux et 2 départements qui relèvent des politiques prioritaires de la ville. Dans les départements ruraux, les aides de l'État sont 3 fois moins importantes. 3 fois moins importantes. Pas d'accès, déserts médicaux, déserts scolaires. Les moyens, les dotations mises sont 3 fois moins importantes. Et tout ça, on l'apprend comme ça d'un seul coup. La France périphérique, tout d'un coup, redébarque. Je vais te répondre sur le petit blanc, mais très brièvement. Moi, je le redis, le petit blanc, qui a fui dans le white flight, il n'y a pas une seule étude économique sur le coût collectif et le coût individuel que cela induit. On passe d'un logement social, et il est faux que tu dises que le logement social, c'est une chambre de décompression. Il y a une nouvelle étude, j'en ai fini, nouvelle étude. Il y a une étude de Michel Auboin pour Fondapol, l'an dernier, qui montre que le logement social, d'abord, il y a une proportion de un peu plus d'un tiers de population immigrée pour des raisons de précarité, mais aussi et surtout, et d'abord pour les tailles des familles, principalement les tailles des familles, et qui se sont installées dans le logement social. C'est-à-dire que ce sont des dynasties, on se transmet le logement social. Or, ces petits blancs ont quitté du logement social pour faire l'acquisition d'un pavillon. Ils se sont endettés pendant 20 à 30 ans.
Le coût économique est colossal. Je redis que c'est le plus grand déplacement de population dans l'après-guerre. Le white flight, donc la fuite des Blancs, est le plus grand. Or, il n'y a aucune étude sur le sujet. Tu fais un lien causal que tu n'as pas démontré. Non, voilà, mais j'attends mon tour. Mais pourquoi je ne le démontre pas? Parce que personne n'y travaille. Non. Parce que les travaux qu'on a disponibles disent que c'est marginal. Le racisme anti-blanc. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais juste là-dessus. Sur le petit blanc, je voudrais juste dire que pour moi, le discours sur le petit blanc relève des larmes de crocodile hypocrites. C'est-à-dire que le petit blanc, il est massivement moins contrôlé par la police que le petit noir ou le petit maghrébin, c'est-à-dire à circonstances sociales égales, on est d'accord là-dessus. Le petit blanc décroche un entretien d'embauche, un prêt bancaire, une occasion massivement plus vite que le petit noir ou le petit maghrébin à circonstances sociales égales. Nous sommes d'accord là-dessus, tant mieux. Les problèmes du petit blanc, j'ajoute qu'il n'intéresse l'extrême droite que pour nier la gravité des problèmes du petit noir ou du petit maghrébin. Parce qu'en même temps, il y a zéro proposition de partage des richesses pour améliorer sa situation. Et donc, en fait, le discours du petit blanc est un alibi, je l'ai dit. Et c'est pour ça que je qualifie ça précisément de larmes de crocodile. Cette expression petit blanc déjà est problématique en soi, mais j'y recours. Pas de moi, non, je sais bien, Thomas, j'y recours moi-même. Il n'y a pas de petit noir, il n'y a pas de petit arabe, mais il y a un petit blanc qui existe. Oui, de fait, l'extrême droite l'a préempté, cette thématique. Mais l'inverse est vrai. Le petit blanc, cette catégorie dépréciative, mais j'y recours moi aussi parce qu'elle est suggestive. C'est la France périphérique, donc c'est la France que j'évoquais, du white flight, qui a quitté donc les grandes métropoles pour s'en éloigner. Eh bien, elle vote Marine Le Pen. Alors techniquement, parce que la Seine-Saint-Denis, c'est aussi la France périphérique, on est d'accord là-dessus. Et alors, pas Marine Le Pen. Alors la France pavillonnaire. Alors si tu préfères, mais même s'il y en a, mais même s'il y en a de fait. Déjà, la France pavillonnaire, mais disons que pour m'appuyer, oui, mais simplement, je le redis, les types, ils s'endettent pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, quand ils ont payé toutes leurs annuités, ils se rendent compte que leur pavillon vaut plus grand-chose. Je vous arrête 2 secondes. Si vous aimez ce format, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater des prochains œil pour œil. Je vous remets dans Anecdote personnelle, c'est la question est au singulier. Bon, il se trouve que pour moi, elle est au pluriel, parce qu'il n'y a que du personnel dans ce bouquin. Par définition, c'est une enquête journalistique, donc c'est un coup de sonde qui n'est pas global, qui est d'une coupe à la verticale dans certains univers. Ce qui m'a moins marqué, c'est les types qui sont nés au Mureaux, qui ont grandi aux Ulysses, qui ont fait leur scolarité à Évry, années 80, 90, et qui me disent écoute, moi à 12-13 ans, j'ai été agressé 50 fois. Voilà. Je pensais que j'allais mourir à 18 ans. Ils s'en sont sortis, parce que si je les ai rencontrés, ils s'en sont sortis. Dès qu'ils prenaient le vélo, c'était le lapin blanc. J'ai un témoin à Évry, où a été tourné Athéna par Netflix, qui vivait dans la dalle du parc aux Lièvres. Il a 12-13 ans. Il est au 2e étage, il reçoit les poubelles sont balancées par les fenêtres, il les reçoit sur la gueule quand il fume sa clope. Et lui s'est fait courser, traquer, donc je pense à lui. Je pense à tous ces jeunes, petits blancs. Je le redis, cette catégorie m'embarrasse, pas parce qu'il y a le mot blanc, mais parce qu'il y a l'épithète petit, qui est très dépréciatif. Ce mot, il faut l'assumer, blanc, noir, c'est des représentations. J'en fais pas une question biologique. Qui tous m'ont dit, tous, j'ai pas un seul témoin qui m'ait dit ça. Petits blancs, à 12 ou 13 ans, ils avaient honte d'être français. Voilà. Pour moi, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Ça va même au-delà du racisme anti-blanc. Alors, Dieu sait si les témoignages m'ont parfois accablé. Mais tous m'ont dit qu'ils s'inventaient les origines. Dans les univers multiculturels, la première question qu'on vous pose, c'est d'où tu viens. Voilà, d'où tu viens. Je viens de France. Je suis un Français de France. C'est pas d'origine. Voilà. Et donc, ils s'inventaient tous des origines. Corse, ceux qui avaient la chance d'être corse, italienne, russe, portugaise, anglaise, allemande, peu importe. Pour pouvoir exister dans cet univers. Donc c'est ça, moi, qui m'a le plus choqué, je dois dire. Par-delà les violences exercées à l'encontre de mes témoins, alors je disais des insultes au début, mais c'est des violences physiques, c'est des tabassages, en particulier dans le sport, qui est un domaine qui a été assez peu exploré, moi, que j'explore. Il y a beaucoup de documentaires sur les bruits de singes qui descendent des tribunes. De fait, il y a des bruits de singes qui descendent de tribunes. En France, assez peu. Il y en a, mais assez peu. En Italie, en Espagne, il y en a beaucoup plus. En France, en revanche, le phénomène qu'on observe, c'est les émanations toxiques qui sortent des terrains municipaux le samedi. Pierre Ménez l'a dit à 3 fois, et 3 fois il s'est rétracté sur le racisme anti-blanc dans le cadre du football. Or moi, j'ai été confronté à beaucoup de témoins, je fais un tome 2, de gens qui ont été confrontés à ça. Donc c'est tout ça conjugué qui m'a marqué. J'ai une anecdote personnelle qui va peut-être vous surprendre par son thème. Je crois qu'aujourd'hui, parce que l'intitulé de ce que je vais décrire change régulièrement. Je crois qu'aujourd'hui, on dit HPI. À une époque, on disait enfant précoce. Quand moi, j'étais gamin, on disait surdoué. Quand j'étais à l'école primaire, j'entrais dans cette catégorie. Je n'ai pas subi de racisme. C'est pas le sujet. En revanche,
j'ai expérimenté de la part des autres gamins, les gamins normaux au sens statistique du terme, je ne suis pas dans le jugement, pendant toute l'école primaire, un rejet, une hostilité, des colibés, une méchanceté, une forme de haine en fait, extrêmement forte. Et il a fallu que j'y repense bien après, à l'âge adulte, pour que je comprenne qu'en fait, cette façon que j'ai à l'âge adulte d'être systématiquement du côté de toutes les personnes qui subissent le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc. Pourquoi moi qui coche aucune de ces catégories, je suis systématiquement de leur côté? Et en y réfléchissant, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pour ça. C'est parce que je l'ai subi dans une catégorie très précise dont on ne parle absolument jamais, et c'est malheureusement normal puisqu'on est tellement rare. C'est que je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait de subir en masse quotidiennement un mélange de haine, de moquerie et de rejet du fait de ce que l'on est. Enfin, du fait de la façon dont on perçoit ce que l'on est, et non pas nécessairement ce qu'on est véritablement, mais voilà. Et donc, s'il y en a qui nous regardent, je les salue avec une affection fraternelle. Juste pour conclure, juste une dernière question. C'est un peu... Pardon. Non, j'ai eu une montée émotionnelle, je vais redescendre. Désolé. Voilà. Non, je t'en prie. C'est bon, vas-y. Et une dernière question immense, mais la réponse peut être simple. La colonisation est-elle un crime? La colonisation est-elle un crime? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment? Non, voilà, très bien. La colonisation a-t-elle été un crime? Ah bah oui. Oui. D'abord, en droit international, la colonisation est un crime. Ensuite, la colonisation, c'est une démarche de pillage. C'est-à-dire que tu arrives sur un territoire, tu n'es pas chez toi. C'est pas contestable. Tu arrives sur un territoire, tu n'es pas chez toi. Et tu prends des terres, tu prends la force de travail et tu les exploites. Quand je dis que tu les exploites, c'est que ces terres qui ne sont pas à toi, bah maintenant elles sont à toi. Et que la force de travail, tu vas certainement pas la traiter comme tu traites ta force de travail métropolitaine. Et en cela, il y a exploitation. Ça n'est pas contestable. Et quand tu développes le territoire et la force de travail, par l'éducation, etc., tu les développes dans ton intérêt à toi d'exploiteur des ressources et de la population, et non pas dans l'intérêt de la population. C'est complètement grotesque de dire ça. Tu le fais dans ton intérêt à toi. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand on compare en Algérie française, on a les données, on a les statistiques de ça, quand on compare en Algérie française l'accès à l'éducation des enfants des colons et l'accès à l'éducation des enfants des indigènes, mais on est d'un facteur de 1 à 10, de x10. En termes de qualité d'accès. Pareil, on a développé les infrastructures, l'irrigation, etc. Oui, mais pour qui? Pour les plantations, les terres agricoles, etc., qui étaient la propriété des colons. Et donc, c'est un crime au sens pénal du terme, du point de vue du droit, et au niveau de la description du mécanisme, évidemment que c'est un crime de piller un endroit où tu arrives alors que tu n'es pas chez toi. Tu débarques dans la maison du voisin, tu dis tout ça maintenant est à moi, et puis maintenant va me faire un café. Bah, évidemment que c'est absurde. On est en partie d'accord. Est-ce que c'est un crime? Oui, mais comme disait l'autre, c'est pire qu'un crime. C'est une faute. Ça se fait. C'est le débat de la troisième. Ça se fait jamais dans des conditions propres. Ça a été le cas de l'Algérie. C'est le cas en Palestine. Autre sujet. Donc c'est une question qui est embarrassante. Sur cette question du racisme, de la colonisation, etc. Les points d'accord, l'idée que lui pense que c'est un crime, moi je pense que ça m'est revenu, esprit de l'escalier, c'est Talleyrand. C'est Talleyrand qui dit à Napoléon, c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Donc oui, sur cette question-là de la colonisation, c'est une tâche dans l'histoire. Simplement, la différence de Thomas, je pense que, comme le racisme, c'est que c'est réciproque. Voilà, c'est universel. Dès qu'il y a une puissance dominante, que fait-elle? Elle tend à dominer par des mécanismes darwiniens, que sais-je, de puissance, la puissance qui ne l'est pas. Et la droite avait essayé de défendre une position sur les avantages ou les bénéfices. Ça n'est pas passé. Le bilan positif, globalement positif. Globalement positif, comme disait Marché du communisme. Oui, voilà, et c'est à peu près aussi juste. Donc non. Et je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas unanimisme, ni à droite ni à gauche, à partir de cette marche vers l'Afrique, cette ruée vers l'Afrique. C'était le terme que les coloniaux ont employé sur les traces de l'Angleterre. Ça se fait souvent sous la troisième.
pour l'essentiel des conquêtes. Il n'y a pas un unionisme, ni Clémenceau à gauche, d'autres, les francs-maçons plus partagés, mais c'est un autre débat. Alors, ils ont aboli l'esclavage, déjà, c'est pas mal. Ouais, mais bon, il y a Ferry, quoi. Mais bon, peu importe. Mais il y a Ferry. Mais bon, néanmoins, la gauche et la droite sont pas unanimes. À droite, il y a beaucoup de gens qui disent faut pas y aller. Il y a beaucoup de gens, Déroulède, dit que lui, ce qui l'intéresse, c'est la Lorraine, pas les conquêtes africaines ou en Cochinchine. Donc oui, pire qu'un crime, une faute. Ensuite, ce qui m'embarrasse quand même dans cette question-là, c'est que cette question-là, en particulier avec l'Algérie, on est en permanence renvoyé au passif. Au passif, ah oui. si. Non, mais passif, oui, mais il a raison. Au passif. Est-ce qu'il y a une culpabilité, d'ailleurs, qui doit il y a être un fond de entretenue culpabilité Mais chez... il y a une culpabilisation parce qu'il y a une culpabilité, tout simplement. Alors simplement, moi, c'est ça qui m'intrigue. De l'État, pas de nous. Ce qui m'intrigue dans cette question-là, c'est que les problèmes que rencontre la France, les problèmes de violence, par exemple, de surreprésentation d'étrangers dans la délinquance. C'est assez documenté, un peu en France, mais c'est quand même néanmoins documenté. Mais c'est documenté au Danemark, en Suède, etc. Mais en France, c'est quand même documenté. Pourquoi il y a des contrôles faciès, petite parenthèse, c'est parce que 90% des vols en Ile-de-France... Non, mais j'ai déjà répondu sur le caractère débile de la démarche. La démarche est stupide. Néanmoins, c'est des étrangers, voilà, 90%. Et 60%... Ah tiens, il est blond, le suspect est blond, je vais contrôler tous les blonds d'Île-de-France. Non, mais Thomas, débile. non, je sais bien, quand même, néanmoins, je voulais quand même le dire tout à l'heure, 60% des agressions sexuelles, c'est le fait des étrangers. Bon, après... Ça, c'est pas vrai. Mais le faciès ne donne pas la nationalité non plus. Par ailleurs, oui, voilà. Merci de le relever, oui, c'est vrai. Voilà, c'est une parenthèse. C'est que je voulais te répondre à contre-temps. Et le contrôle au faciès pour la nationalité, simplement, il est noir, donc je vais vérifier s'il n'est pas étranger. Simplement, ce qui m'embête avec cette question-là, c'est que, oui, c'est cette question de la culpabilité qui travaille en profondeur l'âme européenne, pour recourir à des grands mots. Il y a de quoi. Et qui devient presque pathologique, à mon sens. Moi, dans mon bouquin, je distingue le grand blanc du petit blanc. Parce qu'elle n'est pas résolue. On ne fait que parler d'elle. On ne parle en permanence que d'elle. Parce qu'elle n'est pas résolue. On ne fait que ça. On fait qu'en parler. Est-ce que tu serais d'accord serais d'accord pour dire que ce qui serait sain... Non, mais je te pose la question. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que ce qui serait sain, pour qu'on arrête de ressasser ça, qu'il y ait réparation ? Non. Parce que la faute, elle a existé. Pas la faute de nous, parce qu'on n'était pas là. Toi, t'étais pas né au moment de la colonisation. Enfin, je crois pas. Et moi non plus. Non, mais je sais pas quel âge t'as. Je te rends 10 ans. Mais ceci pour dire, juste, puisqu'il y a un tort qui a été causé, il faudrait que les États qui ont été colonisateurs réparent. Mais après, on n'en parle plus. Mais à ce compte-là, moi, je trouverais ça. Mais il faut rembourser à l'Andalouse. On n'en sort pas de ça. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Il faut rembourser tous les blancs du nord de la Méditerranée qui ont été par les barbaresques, je crois que c'est 1 ou 2 millions. On n'en sort pas. Je vais faire cette question-là des réparations. Je te réponds sur cette question-là, ça devient une névrose. Donc on ne fait qu'en parler. Il y a 2 pathologies de la mémoire. Et pareil, c'est encore les petits blancs. Les barbaresques, c'est encore le coup des petits blancs. Regarde, les petits blancs qui ont été réduits en esclavage. Comparativement, c'est ridicule. Non, Cervantes. Comparativement. Bon, peu importe. Simplement, il y a 2... Je te réponds. Pour moi, c'est une névrose. Donc c'est une maladie. Il y a 2 pathologies de la mémoire principales. L'amnésie. On n'en parle pas. Par exemple, le camp qui est le mien, qui est un camp plutôt traditionnaliste. Plutôt traditionnaliste. Nous pensons qu'il y a une amnésie dans l'histoire de France sur la question de la Révolution française et des massacres en Vendée, etc. Et puis l'autre pathologie, c'est l'hypermnésie. Voilà. Et on est confronté, avec la question coloniale, à un phénomène d'hypermnésie. C'est qu'on ne fait qu'en parler, on ne parle que de ça même. En particulier, moi, ce que j'appelle le grand blanc, qui a une position de surplomb et qui assume ce qu'un psychanalyste appelle, Daniel Siboni, une culpabilité narcissique. Parce qu'elle est très confortable, cette culpabilité. Je ne me sens absolument pas coupable à titre individuel, pour le coup. Ouais, mais beaucoup. Je vois pas pourquoi. Beaucoup de progressistes se sentent coupables. Simplement. J'étais pas né. Mais une fois qu'ils l'ont dit, une fois qu'ils l'ont dit, une fois qu'ils l'ont dit, ils s'abstraient de cette question-là. Non, l'État français est coupable, c'est pas contestable. Ça, mais toi ou moi, non. Non, mais je veux. Et donc, l'État doit réparer. Attends, juste, je voudrais. Oui, on va laisser répondre Thomas parce que. Non, je vais aller jusqu'au bout. Parce que François, ça fait un moment et le temps tourne et Thomas n'a pas répondu. Pardon. Bon, alors vas-y. Voilà, c'est juste pour dire que là-dessus, ma différence d'approche, c'est de dire que puisqu'il y a eu un crime de masse qui a été commis, parce qu'on pourrait aussi parler des déportations d'Algériens indigènes, on pourrait parler des massacres de masse d'Algériens, etc., etc. Enfin, je veux dire, on pourrait parler des famines provoquées lors de la conquête, lors de la conquête de l'Algérie, on pourrait parler des enfumades
qui ne sont pas du tout un phénomène marginal, etc., etc. Donc, je pourrais multiplier les cas à l'infini, mais je ne vais pas improviser un cours d'histoire. On est d'accord, ce n'est pas le sujet, puis il reste trop peu de temps pour ça. Mais puisqu'il y a eu un tort qui a été commis, et vous voyez bien que cette question, je dis vous, collectif, les gens qui nous regardent, vous voyez bien que la question de la colonisation, elle nous gangrène. On n'en sort pas. Moi, ma thèse, c'est qu'on n'en sort pas parce qu'elle n'a pas été réparée. Le dommage causé n'a pas été réparé. Et donc, ma suggestion, et je le dis, pas en toute candeur, le mot est inexact, mais je le dis sans aucune arrière-pensée d'aucune sorte, c'est quelque chose que je pense très profondément. Il faut que les États qui ont colonisé indemnisent les États qui aujourd'hui sont les États des territoires... Mais on n'en sort pas. Les États des territoires d'Afrique, tout le continent africain, et puis il y a aussi des territoires en Asie, soit dit en passant, il faut les indemniser. Et quand on les aura indemnisés financièrement, je dis bien financièrement, on peut d'ailleurs en déduire l'aide au développement, ça ne me choque, qui a été versée depuis les décolonisations, ça ne me choquerait pas, ce serait assez logique. Mais voilà. Et donc, dans ces cas-là, les Turcs doivent rembourser tous les pays balkaniques. On n'en sort pas. Je veux dire, on ne finit pas. Non, parce que les Turcs. Ce qui s'est passé dans les Balkans du côté des Turcs est hors sujet au sens où ce n'était pas. Comment ça ? C'est pas une colonisation. C'est une occupation, ni plus ni moins. Voilà. Ah bah c'est pas la même chose. C'est pas du tout. Avec un impôt du sang. Non, mais il y a une différence entre. Pardon, mais juste, je voudrais terminer. Et donc, ceci pour dire... Mathieu, t'es piégé. Et donc... Les Espagnols la Reconquista vont dire rembourser. On ne sort pas de ça. Je voudrais terminer, excuse-moi. Je dis que puisqu'on a un problème de traumatisme non résolu... Mais laisse-moi finir. Voilà. Ce que je propose, et j'aimerais bien qu'on puisse avoir véritablement un débat national, franc et ouvert sur ce sujet, de la réparation par l'État français, financièrement, des crimes de la colonisation française. Et je pense qu'on devrait avoir ce débat-là de manière, factuelle, c'est-à-dire voilà les crimes qui ont été commis, voilà les réparations qui sont nécessaires, et qu'on en discute ouvertement, y compris des gens qui vous diront, comme toi, c'est une connerie monumentale pour les raisons ABC, etc. Mais je pense qu'il faut avoir ce débat de la réparation pour pouvoir ensuite... Macron a essayé de monter avec Stora. Il n'a voulu que résoudre la question de la mémoire, ce qui est bien. Hein. Moi, je ne te parle pas de la mémoire, je te parle de la réparation. Parce que tant que ça n'est pas réparé, on n'en sortira pas. Il va au-delà, Macron, parce qu'il va au-delà de la question. On tient encore un débat pas mal. Ouais, mais Macron va au-delà. Il ne parle même pas de crime, Macron. Il va au-delà. Il parle de crime contre l'humanité. En 2017. Hein. Simplement, là encore, moi je me répète, c'est la poule et l'œuf. C'est comme pour les croisades. Si je tire le fil... Hein, justement, là-dessus, Thomas, quelle date tu fixerais et comment tu te dirais, là, on fait à partir de là et on ne va pas jusqu'à une date indéterminée. Par exemple, je sais que les Espagnols accordaient la nationalité espagnole à certains juifs qui avaient dû être exilés à l'époque, expulsés pendant justement l'Inquisition ou d'autres périodes. Tu me poses la question parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette question, parce que c'est vrai qu'elle elle doit être posée, c'est une question difficile, c'est ça que je veux dire. Et ma réponse est précise, c'est à partir du moment où tu as affirmé pour ta population des règles morales fondamentales que tu as ensuite enfreintes envers les peuples colonisés. Et donc pour moi, avant la Déclaration des droits de l'homme, de 1789, les populations colonisées, tu ne leur dois pas particulièrement de ne pas les coloniser parce que de toute façon, tu es criminel avec ton propre pays. Dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, tu dis c'est valable pour n'importe quel être humain. Et derrière, tu colonises, ok, là, je peux te dire que tu dois réparation parce que tu as chié sur ta propre proclamation de valeur, donc tu ne peux pas plaider que tu ne savais pas que c'était mal. Moi, c'est ça ma différence. À partir de là, à partir du moment où tu as mis tout en haut de ta hiérarchie des valeurs politiques du pays, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, toutes tes entreprises de colonisation donnent droit à indemnisation. Moi, c'est ça que je pense. Je réponds vite. Hein, le raisonnement on est en désaccord debout, tu vois. Non, pour moi, il ne tient pas debout. Non, parce qu'il repose sur un anachronisme. Hein. Donc, non, justement, j'évecue l'anachronisme. Moi, la réponse est non. Donc, pour la raison qui a été évoquée. Qui a commencé la poule ou l'œuf, hein, qui a fait le premier la croisade, hein, qui le premier a copié Jérusalem. On n'en sort pas. On n'en sort pas. On fait que tirer le fil. Hein. Simplement, et donc on tombe sous le péché des péchés pour les historiens, qui est l'anachronisme. Hein. Mais pas à partir de 1789. C'est-à-dire, regardez, mais c'est au nom des valeurs de 89 qu'ils colonisent. Jules Ferry, c'est les francs-maçons. Jules Ferry, c'est les francs-maçons. Au nom des valeurs de 89, on colonise. C'est Victor Hugo. On apporte les lumières.
Voilà, c'est la révolution qui s'exporte. Hein. Sur un plan plus personnel, la qualité de générale de la conversation était tellement importante que j'en suis venu à parler de choses, quand on a parlé des anecdotes personnelles, dont habituellement je ne parle jamais. C'est-à-dire les discriminations et la haine quand tu es un enfant surdoué, maintenant on dit HPI, à l'école primaire, qui est un sujet quasiment pas débattu parce que statistiquement ça concerne quasiment personne par définition. Comment on peut vivre ensemble en fait, tout simplement? C'est quoi la solution idéale de se dire on fait société, on fait corps ensemble et tout se passe pour le mieux en fait? Il est urgent pour résoudre ce problème et pour en résoudre plein d'autres, il faut absolument rendre obligatoire et mettre un paquet d'investissements là-dessus sur l'enseignement à l'école de la logique et de la rhétorique. Quand les gens seront capables, parce qu'on leur aura enseigné, parce que ça tombe pas du ciel, de raisonner de manière logiquement rigoureuse et d'identifier les mécanismes de plaidoyer, d'argumentaire pour repérer quand ils se font embubiner ou quand l'argumentation est fausse, à ce moment-là, mécaniquement, le racisme va décroître. Puisque le racisme, ses postulats sont illogiques et rhétoriquement fallacieux. Il est urgent, absolument important, de rétablir, parce qu'il existait à une époque, l'enseignement de la logique et l'enseignement de la rhétorique pour tout le monde, que ce ne soit pas un privilège de classe prépa. Mais il y a des affects et des émotions. Ce putain de facteur humain, oui, voilà. On s'est livré pour la première fois de l'histoire de l'humanité à une expérience grandeur nature géante, qui est la société multiculturelle. On a quelques expériences ponctuelles, impériales, mais résiduales et marginales. Expérience nationale, les Balkans, le Liban, etc. Ça a beaucoup de mal à marcher. Voilà. Précisément à cause des affects. Précisément à cause des affects et de l'émotion. Je pense qu'on est dans une configuration, moi je peux envoyer un signal positif. Victor Hugo disait que, pour répondre à Thomas, après tout, une école qui ouvre, c'est une prison qui ferme. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas ce qui démontre le réel. Moi je le crois, oui. On a des écoles qui ouvrent dans les quartiers prioritaires, qui sont surfinancées, et des prisons qui n'en finissent pas de s'étendre. Donc ça ne fonctionne pas. Pour moi, la société multiculturelle ne fonctionne pas. Donc l'arbitrage est indécidable. Pour répondre à ta question, je crois qu'il faut renoncer à cet idéal de la société qui est arc-en-ciel. C'est la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, qui à la fin des fins finit par ce péril de la guerre civile qui pointe sur nos têtes. La fièvre, le doc de Canal+, pour lequel tu n'as pas du tout de... Mais c'est quoi la conclusion? C'est... le fantasme de la guerre civile. Non, c'est que ça, pour moi, la conclusion, c'est que ça... précédent yougoslave, j'ai passé ma vie avec des Yougos. Donc on arrive ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le multiculturalisme est un vœu pieux, donc c'est formidable les vœux pieux. Ça va marcher, on peut le décréter. Et moi, qu'est-ce que j'observe, moi? C'est qu'il n'y a pas de diversité. On n'a que ce mot-là à la bouche, la mixité sociale. On n'ose pas dire, on dirait qu'elle est ethnique. Quand je me promène dans les quartiers parisiens... Le Canada est multiculturel, ils ne sont pas en guerre civile. La Nouvelle-Zélande est multiculturelle, ils ne sont pas en guerre civile. Le Canada, on va voir que le Québec décide dans 1 an ou 2, parce qu'après les élections, il y aura sûrement la question du référendum qui sera remise sur la table. Donc non, c'est que on fait pas État, on fait pas nation. Merci. Le Canada, c'est pas nation. Vive le Québec libre, cependant. Merci à tous les deux. Je suis très content d'avoir eu ce débat, parce que, une fois de plus, chez Le Crayon, on a pu avoir un débat qui était extrêmement conflictuel sur le fond et totalement courtois sur la forme, c'est-à-dire à peu près le contraire de ce qui se passe ailleurs, où on ne dit pas grand-chose sur le fond et où on se saute à la gorge sur la forme. Donc, je suis très content de ça. Je suis content parce qu'on avait tous les deux beaucoup bossé et donc l'échange a été de vraiment dense. Il me semble clair que mon adversaire se situe à l'extrême droite. J'entends souvent des gens à gauche me dire, de manière générale, « Ah, tu devrais pas débattre avec des gens d'extrême droite parce que l'extrême droite, on débat pas, on la combat. » Eh bien, bougre de con, j'ai envie de te dire, c'est un bougre de con collectif, généreux. Bougre de con, explique-moi comment tu fais pour combattre l'extrême droite sans monter sur le ring. Donc voilà, je suis très content de tout ça. Je pense que ça va cartonner sur les réseaux sociaux parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. J'ai 2 regrets. Il y a 2 sujets qu'on a dû traiter en les bâclant, mais c'est normal, parce que, à mon avis, c'est des sujets de débat en soi. Il y a la colonisation, et puis il y a... C'était quoi l'autre déjà? Pardon, le multiculturalisme. Le multiculturalisme, moi, c'est un sujet que je porte, parce que je suis l'un des rares à assumer d'être à fond pour le multiculturalisme depuis ma participation à la 19e flottille pour Gaza, puisque j'en ai fait l'expérience à bord du bateau. C'était un bateau où on était multiculturel à bord. Donc je regrette qu'on n'ait pas pu avoir ce débat avec lui ou avec quelqu'un d'autre, un débat approfondi là-dessus, parce qu'on n'en parle quasiment jamais et que la plupart des gens qui en parlent
disent des grosses conneries. Le débat était serein, émouvant, en particulier en sa conclusion. Je parle de Thomas, donc je suis bon joueur, mais je crois qu'il l'est également. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la sérénité, mais j'en étais convaincu au préalable. Hein. Le format, vous, le crayon, mais aussi Thomas. C'est la deuxième fois qu'on débat, et sans venir aux mains, sans que aux outrances verbales. Hein. Je remercie le crayon, mais également la personne avec qui j'étais en débat, Thomas Guénolé, qui a accepté de débattre. Ça n'est jamais que la deuxième personne à gauche, hein, avec François Bégodeau, qui a accepté de débattre sur un sujet qui est un petit peu brûlant. Ravi qu'on puisse parler sereinement, faire une disputation à l'ancienne, hein. Argument contre argument, on n'est pas d'accord sur le fond. On est d'accord à la marge, hein, mais on a pu en parler librement, sans s'auto-censurer, sans se censurer. Merci d'être resté jusqu'au bout. Nous on revient dès jeudi prochain avec un nouvel œil pour œil. Pensez bien à vous abonner avant de partir. Salut.